Joy Boy, c'est le personnage de One Piece qui a et qui continue de passionner absolument tout le monde depuis sa première mention, voilà déjà 15 ans au chapitre 628. Vous n'étiez pas encore né, ou vous veniez tout juste d'acheter votre bien immobilier, peu importe, ça ne change rien car 15 piges plus tard, nous sommes toujours autant sensibles à la mention de cet homme ayant autrefois vécu et péri durant le siècle oublié. Et bien que nous en découvrions de plus en plus chaque année à son sujet, au point de carrément avoir entendu sa voix dans l'anime il y a encore quelques mois, j'ai toujours un tas de questions sur lui. Des questions et sujets que j'ai jamais vraiment partagés avec vous, ou en tout cas jamais autant qu'aujourd'hui, car dans cette vidéo, j'ai l'infini plaisir de vous partager 3 théories sur le garçon joyeux que je vous laisse découvrir dès maintenant. Profitez bien, si l'envie de liker, de commenter ou de vous abonner vous prend, alors allez-y, n'hésitez surtout pas. Et si ce n'est pas le cas, je vous souhaite quand même, les bros, un excellent moment en ma compagnie. Vous aimez les RPG en monde ouvert dans le style anime avec de multiples modes de jeu? Alors laissez-moi vous parler de NTE Nevernace to Evernace, le premier RPG urbain en monde ouvert de style animé disponible sur PC, Android, iOS, PlayStation 5 et Mac. En tant qu'évaluateur, tu dois enquêter sur des phénomènes surnaturels, des anomalies dans une vraie ville à explorer avec une grosse immersion. Tu peux vagabonder à travers 5 immenses districts urbains, du centre-ville au parc d'attractions, en passant par les campus scolaires, les sentiers de montagne et les paysages ruraux. Le monde est très vivant avec une météo dynamique, un cycle jour et nuit, des interactions avec les PNJ, des mini-jeux, et pour te déplacer dans tous ces points, tu peux conduire 9 véhicules Itacha thématiques allant des scooters et karts jusqu'aux voitures de luxe, tous personnalisables. Et surtout, en parlant de voitures de luxe, Porsche collaborera bientôt avec NTE avec l'apparition d'un bâtiment à leur image dans le jeu. Vous pouvez aussi passer de la vue à la première personne à la troisième personne à tout moment et jouer plus de 15 personnages, chacun doté de capacités uniques appelées pouvoirs d'espère et découvrir plus de 40 anomalies. Le système de gacha est très cool avec des taux clairs, pas de 50-50 sur les bannières mises en avant et un personnage garanti en moins de 90 tirages. Si vous voulez tester, le lien est en description, n'oubliez pas qu'il est déjà disponible sur PC, mobile, PS5 et même Mac. Alors bonne découverte à vous dans le monde surnaturel de NTE. Est-ce que le Itonomi modèle Nika a eu un utilisateur durant les 800 ans qui ont séparé Joy Boy, le premier possesseur connu, et Luffy, le dernier en date? Est-ce que durant ces 8 siècles de véritable flou de l'histoire, ce fruit d'apparence inoffensif ayant été caché sous l'identité du banal paramécia du caoutchouc a été consommé pendant un temps avant de retrouver la liberté qui le caractérise tant? C'est une question qui m'obsède, ok? Imaginez qu'il y ait eu un héritier de Nika qui soit tombé dans l'oubli et dans l'indifférence en ne marquant pas l'histoire de la même manière que Luffy ou Joy Boy, je sais pas pourquoi, mais moi je trouve ça génial. Et surtout j'ai envie de dire pourquoi pas? Est-ce que ça représenterait vraiment une incohérence dans l'histoire de One Piece? Je vais vous prouver que non, pas tellement, et qu'en plus il y a 2-3 arguments qui tendent même à crédibiliser cette théorie. Alors déjà, qu'est-ce que l'histoire dit de ce fruit du démon, ou du moins de sa vie depuis que Joy Boy est mort? Eh bien pas grand chose, si ce n'est qu'au chapitre 1037, Mercure disait que ce fruit, qui était le Itonomi mais nous ne savions pas encore, était une légende même pour eux, et qu'il ne s'est pas éveillé depuis des centaines d'années, et que le gouvernement mondial lui a donné un autre nom pour l'effacer de l'histoire. Ensuite au chapitre 1044, signant l'éveil de Luffy en Nika, le Gorosei se lâche totalement en lisant à haute voix le Wikipédia de ce fruit et en disant qu'à travers les époques, le gouvernement a toujours tenté de récupérer le Gomu Gomu no Mi, mais jamais ils n'ont réussi en 800 ans. Voilà, et bien sûr plus tard, au chapitre 1114, on nous a bien fait comprendre que Joy Boy possédait le même fruit que Luffy, puisqu'ils se battaient tous les deux exactement pareil. Donc, en partant de ce postulat, il semblerait que, bah non, ce fruit n'a eu que 2 véritables utilisateurs, Luffy, Joy Boy, point barre. Même Zunesha et Emmett nous le disent, lorsque Luffy a utilisé son Gear 5 devant eux, ou proche d'eux du moins, ils n'avaient plus entendu le son des tambours de la libération depuis 800 ans. Enfin, pour le coup, c'est surtout Zunesha qui va nous préciser ce temps à la fin du chapitre 1043, quand Luffy commence son éveil. Emmett, lui, va être un petit peu plus flou au chapitre 1122, lors de son ultime sacrifice. Il remerciera Luffy de lui avoir fait entendre ce rythme si cher à son cœur. Étonnamment, il ne va pas préciser une date particulière, contrairement à Zunesha. Et justement, c'est bien Emmett qui va nous intéresser. En fait, c'est même lui qui est à l'origine de cette théorie. Vous vous souvenez très probablement de tous les détails de l'arc d'Egghead, n'est-ce pas? Après tout, c'était il n'y a pas si longtemps et l'arc était si intense et passionnant que vous n'en aurez pas raté une seule goutte, hein? Je vous sens quand même pas trop convaincu, donc je vais vous rappeler une information, ma foi, très importante. Emmett a attaqué Marie-Joise il y a 200 ans. Sans crier gare, sans raison aucune, apparaissant au sommet de Redline, Emmett a créé le chaos dans le royaume des dragons célestes avant de se retrouver à court d'énergie sans pouvoir causer de dégâts. Depuis 200 ans, les scientifiques du gouvernement le cachent, ignorant les ordres de destruction à son encontre,
contre et permettent donc à Emmett de traverser les époques en étant partiellement endormi. Je pense que vous voyez à peu près où je veux en venir, mais c'est bizarre qu'Emmett ait pu d'un coup d'un seul attaquer Marie-Joise il y a 200 piges avant de s'éteindre pendant encore autant d'années. Qu'a-t-il bien pu se passer il y a 2 siècles pour que ce fidèle compagnon de Joy Boy tente quelque chose comme ça, alors que ce même Joy Boy lui avait confié la mission très importante de survivre jusqu'au moment de vérité qui se révélera être la libération de son Haki des Rois scellé dans une corde dans le corps du robot. Le plus étrange dans cette histoire reste ceci: les seules fois où Emmett s'est vraiment éveillé sur Egghead avant de se lever, etc., ce sont les fois où les tambours de la libération de Luffy ou de Nika ont résonné dans toute l'île. Pourtant, jamais ce robot n'avait pu être activé par Vegapunk auparavant, car l'énergie qu'il demandait était probablement celle qui alimentait l'ancien royaume, une énergie que Vegapunk cherchait sans jamais l'avoir trouvée. Donc ça signifie que depuis la fin de l'ancien royaume, le seul moyen connu pour éveiller Emmett était de faire résonner à sa portée les tambours de la libération émis par Luffy dans sa forme Nika. Vous me voyez peut-être donc arriver, et je vais vous poser cette très simple et très courte question: si Nika était le seul moyen d'activer ce robot, comment s'est-il réveillé il y a de ça 200 ans lorsqu'il a attaqué Marie-Joise, ou plutôt, qui l'a activé? Nous en venons donc au cœur de cette théorie. Est-ce que 200 ans plus tôt, le Ito Itonomi modèle Nika a été consommé et éveillé, menant au mouvement d'Emmett? Actuellement, la question se pose vraiment, car comme je vous l'ai montré ces dernières minutes, Emmett n'a bougé qu'en entendant les tambours de Nika, après apparemment des siècles de sommeil. Mais là vous allez peut-être me dire, mais Goji, on n'en sait rien si Mr. Emmett était désactivé après la fin du siècle oublié, ça se trouve, il a toujours été actif. Et vous avez raison, c'est une vraie possibilité. Le problème, c'est qu'il y a un autre événement s'étant déroulé il y a 200 ans, l'époque où Emmett a attaqué Marie-Joise, et cet événement, il pourrait être indirectement lié à une apparition de Nika. C'est au chapitre 620 qu'Octi nous révèle qu'il y a 200 piges, le royaume Ryugu s'est affilié au gouvernement mondial pour mettre un terme à la discrimination que vivaient les hommes poissons. Ce projet a été mené assez loin puisque le roi des hommes poissons de cette époque a carrément été admis au Conseil mondial, ce qui je pense doit être la rêverie. Quoi qu'il en soit, ça n'a pas franchement changé leur relation puisque, comme le dit Octi encore une fois, les humains continuaient de détester les poissons qu'ils voyaient en eux. Nico Robin a justement mentionné cet événement lorsque Vegapunk lui a dit que ce robot avait attaqué Marie-Joise 200 ans plus tôt, comme si Oda voulait subtilement sous-entendre un lien. Alors où est-ce que je veux en venir depuis le début avec cette histoire? Eh bien, Emmett aurait été réveillé il y a 200 ans par un utilisateur du Ito Itonomi modèle Nika. À ce moment-là, Emmett était endormi sur l'île des hommes poissons, royaume autrefois allié à Joy Boy, comme en témoigne la lettre d'excuse laissée sur le poneglyphe. L'île des hommes poissons était un lieu important pour le futur Joy Boy qui allait apparaître, raison pour laquelle Emmett s'est endormi là-bas. En effet, c'est ici qu'un élu était censé guider la princesse sirène Poséidon vers la bonne voie, mais c'est aussi ici que l'homme au chapeau de paille était censé se trouver lors de la destruction de l'île, comme en témoigne la vision de Shirley. Cet homme ayant mangé le Zoan de Nika il y a 200 ans et éveillé son pouvoir pour la première fois depuis le siècle oublié aurait alors été un homme poisson, peut-être pas n'importe lequel, le roi de ce royaume. Après tout, quel meilleur peuple aurait pu être guidé par le dieu soleil, eux qui cherchent depuis des temps immémoriaux à vivre à la surface éclairée par le vrai soleil et qui seront mondialement connus plus tard en tant que pirates sous le nom de pirates du soleil. Tous les peuples vénérant Nika croient en son retour et espèrent intimement que c'est chez eux que le dieu soleil se réincarnera, comme les géants nous l'ont fait comprendre à plusieurs reprises sur Elbaf. Et si Nika était justement devenu une sorte de tabou chez les hommes poissons après que leur roi, représentant le dieu soleil il y a 200 ans, ait été tué par le gouvernement mondial à cause de son fruit du démon, expliquant pourquoi Jinbei n'a rien dit à Husfu sur Nika alors qu'il semblait en savoir beaucoup à son sujet et sur son histoire. Et si le roi des hommes poissons se serait éveillé en tant que Nika lorsqu'on a tenté de le tuer, à l'image de Luffy sur Onigashima, réveillant au passage Emmett, sommeillant dans les tréfonds marins. Et si Emmett a perdu son énergie des suites de la mort du roi des hommes poissons, nous pouvons mener à bien son assaut sur la Terre Sainte malgré sa tentative de protéger le dieu soleil, exactement comme il a fait pour Luffy sur Egghead, en ressurgissant de l'eau après avoir coulé suite à sa confrontation avec le Gorosei. J'aime beaucoup trop ce scénario, car même ces incohérences peuvent se justifier d'une certaine manière. Qu'un Nika ait existé chez les hommes poissons ne change pas le discours du gouvernement au sujet de ce fruit du démon. Ils n'ont jamais réussi à lui mettre la main dessus en 800 ans. Qu'il ait eu un ancien utilisateur,
ou pas. Ensuite, que Zunesha n'ait plus entendu les tambours de la libération depuis 800 ans n'est pas non plus un problème et signifie simplement qu'il n'était pas proche de l'île des hommes poissons lorsque Nika s'est éveillée. La résonance ne se fait pas partout dans le monde non plus, juste dans un très large périmètre autour du dieu soleil. Pour finir, on peut se demander pourquoi Emmett n'a rien dit de ce passage et de l'éventuelle apparition de Nika il y a 200 ans, et c'est vrai. Pourquoi n'a-t-il rien dit sur cet assaut qu'il a lancé sur Marie-Joise? Est-ce qu'au moins il s'en souvient et n'aurait-il pas perdu la mémoire de cet instant après être tombé à court d'énergie? Tout porte à croire qu'Emmett se trouvait sur l'île des hommes poissons avant d'attaquer Marie-Joise. Et ça correspond parfaitement à l'époque où leur roi a tenté un pacte avec les humains. Ce n'est pas un hasard. Emmett avait un lien avec les hommes poissons qui a justifié son attaque sur la cité des dragons célestes. Et si Emmett n'en a pas parlé lors de son dernier éveil sur Egghead, c'est qu'Oda nous prépare l'explication de cette histoire pour un moment très particulier. Cette théorie n'a jamais été parfaite, mais le mystère autour de l'activation d'Emmett il y a 200 ans, au même moment où les hommes poissons ont vécu un tournant dans leur histoire, le lien qui unit ce robot et ce peuple à travers le dieu soleil et le véritable vide historique que représente également les 800 ans durant lesquels le Zoan de Nika a survécu à la traque du gouvernement sans savoir comment, tout ça c'est à prendre en compte. Actuellement, nous ne savons absolument rien, ni de la vie d'Emmett, ni de la raison derrière l'échec du pacte entre les humains et les hommes poissons il y a 200 ans, et encore moins de la feuille de route qu'a emprunté le fruit du démon de Joy Boy lorsqu'il s'est retrouvé lâché dans la nature. Alors, toutes ces zones de flou permettent à notre imagination, et pour le moment, de travailler plein gaz pour recoller les morceaux autour de ces mystères. Dans la catégorie des questions qu'on se pose sans savoir si c'est vraiment utile, il y en a une qui domine quand même vachement tout ce bordel, et elle concerne évidemment Joy Boy. Joy Boy, est-ce sa véritable identité ou est-ce un surnom, un alias? Depuis des années, on entend parler de lui, et depuis des années, on se demande à quel point Oda nous dit la vérité à son sujet, à commencer par son nom. Et moi, ça fait depuis un bout de temps que j'ai un avis assez tranché sur le sujet. Non, Joy Boy ne s'appelle pas que Joy Boy, et oui, Oda nous aurait déjà révélé son vrai prénom, mais bon là, j'ai quand même un doute sur deux propositions que je vais tout de suite vous révéler. Avant ça, pourquoi suis-je tant catégorique sur le fait que Joy Boy ne s'appelle pas bêtement Joy Boy? En fait, c'est qu'Oda nous a habitués avec le temps à appeler ses personnages par des pseudos ou des surnoms. Le big exemple, c'est évidemment Luffy, absolument tout le monde le surnomme Mugiwara, et ce même si ça n'a absolument rien à voir avec le perso, enfin oui c'est son chapeau de paille, mais c'est une identité visuelle. Luffy ne s'est jamais présenté en tant que Luffy au chapeau de paille. Plus précisément, c'est Oda qui l'a nommé comme tel, pour la première fois dans le titre de son chapitre 2, alors que, encore une fois, personne ne l'appelle comme ça dans tout le chapitre. Il aura fallu attendre 3 chapitres supplémentaires pour que ce soit Morgan qui le nomme le gamin au chapeau de paille. Et après, ça continuera jusqu'à la fin, alliés ou adversaires, tous le surnommeront comme tel. Et ça sera aussi le cas pour tous ceux qui ont un épithète propre à eux. Big Mom, Barbe Noire, Barbe Blanche, le Roux. Finalement, seuls Kaido et Roger sont à peu près fidèlement nommés, parce qu'ils n'ont pas vraiment un épithète très familier. Donc pour en revenir à nos moutons, Joy Boy, comme pour tous ceux que je viens de citer à l'instant, c'est un épithète qui décrit une particularité. Joy Boy, c'est l'homme heureux, et ça colle parfaitement avec son incarnation de Nika du siècle oublié. Donc déjà, ça laisse supposer que ce n'est qu'un titre. Voilà. Mais surtout, là où ça ne fait plus aucun doute, c'est que Joy Boy est un homme attendu encore aujourd'hui, 800 piges après cette disparition. Joy Boy, c'est le titre que l'on donne à celui capable de libérer le monde, et sûrement d'incarner Nika. C'est pourquoi Oden, après être allé sur Laftel et en rentrant sur Wano, appelait Joy Boy celui qui était censé venir dans 20 ans. C'est aussi pourquoi sur ce même Wano, on donnait le nom de Joy Boy à celui qui avait vaincu Kaido, car Luffy ne voulait pas qu'on dise que c'était lui. Le peuple a alors placé Joy Boy à la même place que le dieu des lames, se trouvant être Ryuma, possédant lui aussi un épithète. Donc voilà, vous aurez compris que Joy Boy c'est le Mugiwara de cet homme dont Luffy a hérité la volonté. Mais du coup, s'il a un véritable nom, quel est-il et d'où je sors les 2 propositions que je vous mentionnais plus tôt? Eh bien, je vais vous le dire et je vais commencer par la proposition que je considère la plus simple, puisque vous la connaissez sûrement, je vous en ai parlé il y a 2 ans. Joy Boy se nommerait Monkey D. Pao. Alors, ce n'est pas un nom que je sors de mon chapeau, l'histoire de ce nom remonte en 2024 lorsque le grand public découvre Forward, c'est les premiers travaux d'Eiichiro Oda lorsqu'il avait 19 ans. Et c'est un peu la première et plus ancienne version jamais connue de One Piece en fait jusqu'à aujourd'hui. Des croquis et autres détails ont été dévoilés et révélés, donc 4 personnages dont le héros, un dénommé Monkey D. Pao. Alors, rien de très particulier à son sujet si ce n'est que il peut apparemment s'étirer comme Luffy probablement, car le personnage en bas à gauche se nomme Mary et c'est l'esprit de l'arbre caoutchouc vieux de 5008 ans. Ouais, sacré hasard quand même. Donc là vous aurez compris que c'est censé être un prototype de One Piece, de Luffy, de tout ça, mais rien ne dit que ce n'est pas un chouïa plus que ça, et qu'Oda n'en est pas en fait
fait une partie du passé de son œuvre. Que tout comme Monster, one shot qu'il a publié avant même le début de One Piece et introduisant le légendaire Ryuma, aujourd'hui parfaitement canon dans l'univers de One Piece, Forward sera en partie intégré dans One Piece en étant son passé. Mary, l'esprit de l'arbre caoutchouc, serait le premier nom de Nika et Monkey D. Pao serait Joy Boy. Avant même One Piece, Oda avait déjà le nom Monkey D. C'est une preuve que cette lignée en particulier occupait une place capitale dans les fondations de son œuvre. Les ressemblances entre Pao et Luffy suggèrent que Pao ait pu servir de première ébauche pour celui qui deviendra notre futur roi des pirates. Tout comme Ryuma aujourd'hui, considéré comme l'ancêtre de Zoro, ce schéma se répéterait avec Pao et Luffy. Pao pourrait lui aussi apparaître dans One Piece comme un ancêtre de la famille Monkey D, voire comme l'ancien Joy Boy, le tout premier roi des pirates, détenteur du Gomu Gomu no Mi et des pouvoirs du dieu solaire Nika. Franchement, quand on a ça en tête, c'est très difficile, voire impossible de penser différemment et de voir un autre nom ou une autre apparence pour Joy Boy que Monkey D. Pao. Du coup, l'autre nom que je voulais vous dévoiler va peut-être moins vous convaincre que ce assez gros morceau, mais ça fait des années que ça me trotte. Des années que je vais vous en parler, et ce, peu importe si ça se valide ou non, car je trouve l'idée trop bien, juste. Assez de suspense. Je pense que le véritable nom de Joy Boy pourrait être Noah. Vous avez bien compris, Noah, tout comme le bateau Noah, sommeillant au fin fond de l'île des hommes poissons, le bateau de la promesse, le salut des hommes poissons. Pourquoi cette idée est-elle si intéressante ? Tout d'abord, il faut bien cerner l'utilité de Noah pour les hommes poissons, voire même carrément pour le monde. Ça a beau être un peu flou, on sait que ce navire aura un rôle dingue pour la fin de l'œuvre. En effet, nous apprenions au chapitre 632 que le Noah avait été créé par les hommes poissons. Au chapitre 641, il est révélé par Neptune que ce navire attend d'honorer un serment conclu avec un grand homme, donc Joy Boy, et qu'il fallait le protéger jusqu'au jour venu. Il nous le reconfirmera au chapitre 649 face à Robin, disant que Noah a une mission très importante pour l'avenir des hommes poissons. Vous avez capté que ce navire est chargé d'histoire, il représente promesses, légendes, il est lié au siècle oublié, à Joy Boy et au jour attendu. Alors c'est très bien, mais qu'est-ce qui fait que Noah serait forcément le nom de Joy Boy? L'un des épisodes les plus connus de la Bible est le déluge, une volonté de Dieu à ramener la terre à son état pré-création à cause de la corruption de l'humanité. Pour ce faire, le plan était assez simple, reset le monde en le noyant. Dieu a cependant une autre idée en tête, il missionnerait un homme, un élu, de construire un navire capable de le sauver lui et sa famille du déluge, mais surtout un couple de toutes les espèces animales pour repeupler la terre après cette purge. Cet homme, c'est Noé, l'arche, elle porte son nom, et ce mythe du déluge ne serait ni plus ni moins que celui qui s'apprête à prendre vie dans One Piece. Nous savons depuis le message de Vegapunk que le monde est destiné à être noyé sous les flots. Le niveau de la mer va monter, menaçant toute la vie en fait sur Terre. Mais de l'autre côté, nous avons la création d'une arche capable de transporter les hommes poissons à la surface et bien plus encore sûrement, tant ce navire semble être l'une des plus grandes constructions navales de One Piece. Noah est alors une référence évidente à Noé, l'élu bâtisseur de l'arche, que je soupçonne également être le prénom de Joy Boy. Joy Boy n'a pas bâti l'arche, ce sont les hommes poissons, mais la promesse qu'il a faite à ce peuple et la mission qu'il leur a confiée reposent entièrement sur Noah. L'arche de Noé se nomme ainsi car c'est la sienne, celle qu'il a bâtie, mais l'arche de Noah dans One Piece se nommerait de cette manière car c'est Joy Boy, Noah, qui aurait fait la promesse de la créer et l'utiliser pour apporter la lumière aux hommes poissons. Plus simplement, c'est un hommage à Joy Boy que les hommes poissons auraient fait en nommant le navire qu'ils ont construit de la même façon que leurs grands alliés d'autrefois, leur ayant promis la liberté et l'égalité entre les peuples. Et si vous peinez à être convaincu qu'un bateau puisse bêtement prendre le nom d'un autre homme ayant vécu, alors laissez-moi vous présenter le sabre de Chebec, navire de Barbe Noire, fils de Davy Chebec, l'un des plus grands pirates de sa génération. Laissez-moi également vous présenter le Victoria Punk, navire emblématique de Staskid portant le nom d'une amie d'enfance décédée de Kid et Killer, Victoria. Mais surtout, laissez-moi vous présenter un navire que vous connaissez très bien, le Vogue Mary, le premier navire des Mugiwara autrefois construit par le majordome de Kaya, Mary. Alors oui, les navires peuvent avoir des noms très humains. En fait, ils peuvent même avoir des noms rendant hommage à des amis, à des parents ou à ses créateurs. En ayant tout ceci en tête, je dois bien vous avouer que l'idée que Joy Boy puisse se nommer Noah et que cette arche mythique porte aujourd'hui le nom de ce grand allié du peuple des hommes poissons m'est à la fois facile et très agréable à imaginer. Je vais être honnête, j'adore que Joy Boy puisse se nommer Monkey D. Pao, mais ce nom et prénom ont pour l'instant aucune histoire pour nous. Et nous ont été donnés qu'à travers un croquis historiquement et symboliquement. Apprendre que le Noah a été nommé ainsi en hommage au vrai prénom de Joy Boy me paraît bien plus beau, touchant et surtout lourd de sens. Alors je vous pose quand même la question, d'après vous et entre ces deux propositions, laquelle vous paraît être la plus probable? Entre Pao et Noah, quel prénom Joy Boy aurait-il pu avoir? Évidemment, si vous avez d'autres propositions, mais même si ça n'a rien à voir avec ces deux-là, n'hésitez surtout pas à nous le faire savoir en commentaire. C'est peut-être vous qui percerez le mystère de l'identité de Joy Boy.
Vous savez qu'on a fêté le tout premier anniversaire du chapitre 1138 ? Ouais, ça fait plus d'1 an que le chapitre ayant pas mal chamboulé notre vision de One Piece est sorti. Ça fait 1 an du coup qu'on ne cesse de revenir dessus dans les reviews, les théories, les débats, car c'est un support extrêmement intéressant et important pour analyser le futur de l'œuvre, en particulier car c'est justement le futur que cette illustration est censée évoquer. Détrompez-vous, on va pas parler de son contenu, on va même pas vraiment s'en soucier en fait. On va se poser une petite question, toute simple qui peut être pourtant terriblement importante. Qui a dessiné cette fresque ? Qui en est à l'origine ? Ça va forcément avoir son importance en fait, ça a toujours son importance avec Oda. Ce n'est pas un sujet qui restera sans suite et on aura forcément dans le flashback ultime du siècle oublié une vision de la création de cette fresque ainsi que son auteur. Alors en fait, Ripley nous en a révélé un peu plus sur l'origine de cette fresque et d'après elle, il s'agirait de dessins d'enfants réalisés il y a 800 ou 900 ans, donc précisément l'époque du siècle oublié. Elle réitère juste après en disant et pensant que ce n'est qu'un rêve d'enfant, que cette fresque ne représente rien de véritablement concret si ce n'est de la fiction. Petit doute là-dessus, Ripley, tu m'excuseras. Mais vous devez sûrement vous demander, avec tout ça, où est-ce que je veux en venir, encore une fois. Mais d'un autre côté, vous devez vous demander quel est le rôle de Joy Boy dans cette histoire puisqu'il est au centre de tous les sujets de cette vidéo. Eh bien, certains l'auront peut-être compris, mais je pense effectivement que celui à l'origine de cette fresque n'est ni plus ni moins que notre cher Joy Boy. Et maintenant à nouveau, avant de me jeter des tomates ou quoi que ce soit, laissez-moi tout vous expliquer. Depuis sa première mention dans l'île des hommes poissons, Joy Boy a une étrange aisance à affirmer de quoi sera fait le futur. Voilà, c'est comme ça, il ne dit jamais peut-être qu'un jour quelqu'un viendra accomplir ma volonté. Jamais. Non, non, non. Joy Boy, lui, quand il annonce quelque chose, il le dit cash. Dans le futur, un homme viendra accomplir telle ou telle chose. Dans le futur, il se passera tel ou tel truc. Ce qui peut sembler être de la prétention se révèle être une véritable clairvoyance de sa part après toutes les fois où ses dires se sont confirmés. Donc, sur l'île des hommes poissons, comme je disais, il affirmait la venue de quelqu'un qui honorera son serment à sa place. Ce qui est déjà sans nul doute Luffy, et il a déjà commencé en sauvant la princesse Sirène. Ensuite, il y a Laftel. Ah, quel moment, hein. Roger découvre toute l'histoire cachée de son monde, etc. Mais surtout, ce qu'il semble lire, ce sont les écrits de Joy Boy. Encore lui, le fumier. Et Joy Boy, il a l'air d'avoir tout raconté de son histoire, mais aussi de ce qui va se passer dans le futur. Puisqu'après avoir quitté Laftel, l'équipage de Roger se trouve être changé, leur véritable quête a vraiment commencé aujourd'hui, et Oden, pour ne citer que lui, annonce devoir ouvrir les frontières de Wano pour l'apparition de Joy Boy le jour venu. Encore une fois, Joy Boy a eu la clairvoyance incroyable d'annoncer la venue de son héritier sur Wano, mais pire encore, ce dingue a carrément lâché une date. Car Oden a révélé qu'à partir de son époque, il fallait attendre 20 ans avant que la prochaine génération de pirates apparaisse et parvienne à vaincre Kaido. Tout porte donc à croire que Joy Boy a inscrit le lieu et l'époque à laquelle son héritier apparaîtra, l'époque est celle de Luffy, et ça explique parfaitement la réaction de Roger après être allé sur Laftel en disant « Mais nous sommes arrivés trop tôt ». Et si avec tout ça, la clairvoyance de Joy Boy n'est plus approuvée, eh ben désolé, mais rebelote avec Emmett, et cette fois nous avons vu la scène de nos propres yeux. Joy Boy dit à Emmett que lorsque viendra le moment de vérité, il devra utiliser la corde de renfermement, son haki le plus puissant pour sauver la vie d'une personne qu'il veut protéger. Exactement ce qu'a fait notre cher Emmett, 800 ans plus tard, libérant le haki de Joy Boy pour aider Luffy. C'est de la pure folie. Joy Boy est de très loin le plus grand mastermind de son œuvre. Il n'a pas tout simplement tout vu, tout prévu, il a aussi mis tout en place pour que tout se passe comme il faut. Bref, c'est évident qu'à l'époque, quelqu'un était capable de voir dans un futur très très lointain. La divination n'est certainement pas un aspect inconnu de One Piece, puisque ce soit Shirley qui était une véritable voyante ou Hawkins qui pouvait lire les cartes, ce pouvoir existe bel et bien, on n'en a aucun doute. Donc, vous aurez compris que je soupçonne Joy Boy d'avoir cette capacité également, lui ayant permis toutes ses prédictions. Et du coup, on en revient à la fresque d'Elbaf. Cette fresque dépeignant une partie du futur aurait alors été dessinée par Joy Boy. Mais alors ce n'est pas un enfant, comme le dit Ripley ? Eh bien, vous n'êtes pas sans savoir que Joy Boy est né il y a 900 ans, sur l'Ancien Royaume, comme nous l'a confirmé Vegapunk. Mais également, comme l'a dit Ripley, la fresque a été créée entre 900 et 800 ans. Nous sommes donc dans une large fourchette, mais Joy Boy était bien vivant durant la création de cette fresque. Ensuite, et en passant sur ses qualités de divination, qu'on a très largement analysées, Joy Boy est un tant soit peu lié à Elbaf également. Déjà, le flashback avec Emmett semble se dérouler sur Elbaf, ou en tout cas, l'environnement y fait un peu penser, mais même si ce n'est pas le cas, et de toute façon, Joy Boy est directement lié à cette île en incarnant le Nika de son époque. Nika étant la divinité solaire principale des géants, il y a de fortes chances pour que Joy Boy se soit lié d'amitié avec ce peuple lorsqu'il prit la mer pour devenir pirate. Et comment expliquer alors que Ripley disait que c'était le gribouillis d'un enfant avec peut-être beaucoup d'imagination, alors que là nous parlons d'un adulte sûrement déjà accompli
qu'était Joy Boy? Eh bien, vous allez rire, mais si cette fresque, aussi mal dessinée soit-elle, on la doit au piètre talent de dessinateur de Joy Boy, au point que tous les héritiers des géants aient cru à l'œuvre d'un enfant. Et un piètre dessinateur, c'est précisément ce que fait Luffy, voire même encore pire. Luffy, bien qu'adulte, n'a jamais été capable de dessiner correctement. On dit que Joy Boy et Luffy sont les mêmes, n'est-ce pas? Qu'ils se ressemblent, qu'ils ont la même volonté, etc. Pourquoi ne partageraient-ils pas cette drôle de particularité qui est d'être une extrême quiche dans tout travaux artistique, expliquant pourquoi on attribue la fresque à l'œuvre d'un enfant, alors que ce n'est pourtant que Joy Boy, cet homme à la clairvoyance extrême et à l'imagination sans limite, qui a représenté graphiquement le futur lointain et apocalyptique qu'il aperçoit dans ses visions. Je dois vous avouer avoir adoré parler autant de Joy Boy sans forcément rester sur sa puissance, son haki, son équipage ou même son fruit du démon. C'était trop bien de vous proposer toutes ces idées et ces questions que je me posais, mais condenser tout ça dans une seule vidéo. J'espère que vous avez apprécié le moment, j'espère aussi que tout ce que j'ai pu vous présenter ne vous a pas paru trop ridicule. De toute façon, je sais bien qu'au moins un parmi vous s'est posé les mêmes questions que moi, donc j'espère. Et si vous avez apprécié la vidéo et que vous ne l'avez toujours pas fait, alors je vous invite à nouveau à laisser un j'aime et même à vous abonner, soyons fous. Je vous remercie d'être resté jusqu'ici, je vous souhaite à tous une très bonne soirée ou une très bonne journée. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Peace les bros.